Dis-moi, Fait et Document, qui a été créé par Emmanuel Ratier, qui fait de la vraie information, qui d'ailleurs n'a jamais été, je crois, condamné pour diffamation, pour fausse info. D'ailleurs, j'imagine que ça doit être une fierté, ça, non? Alors, fait et document, c'est une lettre confidentielle d'information qui a été fondée en 1996. Donc, c'est une lettre confidentielle qui existe depuis maintenant 18 ans. Et j'ose le dire, qui est à la fois la meilleure, la plus performante et la moins chère du marché. Qu'est-ce que c'est une lettre confidentielle d'information? C'est généralement de l'information qu'on ne trouve pas ailleurs et qui va être extrêmement cher. J'invite les auditeurs à regarder le prix des abonnements aux lettres confidentielles du groupe Indigo. Je crois que l'abonnement à Intelligence Online est monté à 15 000 euros. Vous voyez, une autre lettre confidentielle qui s'appelle la lettre de l'expansion coûte 48 euros le numéro. Et donc nous, on est à la fois effectivement la moins chère du marché parce que Emmanuel Ratier l'a voulu comme ça, c'est-à-dire il a voulu qu'elle soit accessible à tous et en même temps la plus performante puisqu'on est les premiers à aller sur des sujets éminemment sensibles. Du temps d'Emmanuel Ratier, par exemple, a été révélée la liste complète régulièrement des membres du Club Le Siècle, l'actualité des loges maçonniques. Moi, personnellement, j'ai poursuivi le travail d'Emmanuel Ratier sur le siècle, mais aussi sur le Club des 100, qui est un vrai club élitiste. Ensuite, on a été les seuls à traiter intégralement l'affaire Epstein. Souvent, on voit sur les réseaux sociaux des gens demander et la liste des clients d'Epstein, etc. Si vous voulez la liste des clients d'Epstein, vous commandez notre série sur l'affaire Epstein, avec tout le livre noir d'Epstein, les vols, les biographies des acteurs, la vraie histoire d'Epstein, comment ça a fonctionné, etc. Ensuite, on a été les premiers à aller sur le Great Reset. Le Great Reset dont tout le monde a parlé, on est les premiers à avoir dévoilé avant même qu'il soit traduit en français. Et puis, effectivement, on s'est lancé ensuite donc sur le coronavirus. Pareil, on avait tout avant tout le monde. Aujourd'hui, il y a plein de livres qui sortent de tous les côtés sur le Covid. Je relisais l'autre jour la série qu'on avait fait au printemps-été 2020. Enfin, honnêtement, on avait tout avec une biographie exclusive de Didier Raoult, toute la chronologie, enfin tout était annoncé, on avait tout annoncé. Parce que c'est aussi ça une lettre confidentielle d'information, c'est aussi être capable de faire de la prospective. Et puis ensuite, on a enchaîné sur un vrai visage d'Emmanuel Macron, avec pour l'instant 2 saisons déjà parues, qui sont le pacte de corruption et le mystère Brigitte Macron. Et à côté de ça, on fait effectivement des portraits, des biographies non autorisées, ce qui ne veut pas dire à charge d'ailleurs, mais non autorisées, de personnages émergents. Donc là, les grosses biographies. Dernièrement, on a fait effectivement Cyril Hanouna, dont on va parler, mais aussi François Ruffin, qui prend une place de plus en plus importante à gauche, puisqu'il est donné maintenant comme successeur de Jean-Luc Mélenchon. Et puis là, on va publier un portrait assez explosif d'un personnage de l'ombre de la Macronie, qui s'appelle Jean-Marc Borrello, qui est relativement inconnu du grand public. Et là, on a vraiment produit, je pense, un dossier énorme sur ce personnage qui est éminemment sulfureux. Et donc, je pense que si les gens connaissaient l'existence et le parcours, ce serait la révolution de demain. Donc Mais voilà, mais justement, est-ce que la spécialité, de Fait Document, c'est de mettre en lumière, toutes ces élites mondialisées qui en réalité qui sont les réels gouvernants, de ce pays ou, des États occidentaux? l'idée, c'est de pas être dans la surface des choses. Hein. Si je veux prendre une image, c'est essayer d'attraper, d'essayer de dévoiler la coulisse, de pas rester sur la surface des choses, mais aussi d'être sur le temps long en même temps, être dans l'actualité et sur le temps long, c'est-à-dire d'être à cheval entre l'actualité
et l'écriture de l'histoire, puisque par définition, l'histoire est ensuite réécrite. Et justement, on essaye d'attraper l'époque. Si vous voulez, quand on fait un personnage, on dit qu'est-ce que ce personnage incarne dans l'époque. Pourquoi ce personnage maintenant? Si on était des universitaires de gauche, on dirait de quoi est-il le nom? Voilà. Et donc en fait, il y a quand même une dimension. Donc quand on fait un portrait, on va d'abord avoir effectivement le squelette, ensuite les os, puis ensuite on va mettre la chair, et puis ensuite on va essayer de comprendre ce qui anime le personnage, et ensuite de comprendre ce qu'il incarne dans l'époque et pourquoi il a émergé. Et souvent, ça m'est vraiment arrivé souvent, des gens qui me disent bah écoute, je le connais, machin, c'est exactement lui. Et vraiment, quand on lit un portrait de fait et document, bah, c'est comme si, c'est à peu près 10-15 minutes de lecture, bah, c'est comme si on passait vraiment un moment avec le personnage. C'est-à-dire qu'on rentre vraiment, on essaye de comprendre son âme, quoi, ce qui l'anime au sens propre du terme. Oui, mais tu vois, c'est un journalisme qui n'existe plus parce qu'aujourd'hui, bon, alors certes, certains parlent de Bolloré, mais très en surface, mais vraiment, expliquer, qui sont ces élites, comment elles gouvernent, comment elles sont montées, leur pouvoir, ça, je remarque, hormis la lettre de faits et documents, personne n'en parle en France. Bah, il faut dire que c'est un travail, mon prédécesseur Emmanuel Ratier est mort prématurément, et il faut dire que c'est quand même un travail de chien. On travaille tout le temps, ça implique d'avoir une veille très active et très poussée sur l'actualité, d'avoir un service d'archives très performant. Et aujourd'hui, on est dans une information qui est très, comment dirais-je, qui est dictée par l'instant, par le tweet, par la dépêche AFP. Et en fait, va se créer un double marché de l'information, c'est-à-dire une information extrêmement chère, comme je te l'expliquais, pour les insiders, pour les gens qui sont au pouvoir, et puis une information cheap, gratuite pour le tout venant, c'est-à-dire la dépêche AFP qui va être prise sur tous les sites des médias mainstream avec des accords avec Google, ce qu'on appelle les droits voisins, et avec une presse qui est complètement verrouillée par plusieurs systèmes, c'est-à-dire le conformisme de la profession via le système des écoles de journalisme. Ensuite, des journalistes qui sont titulaires de la carte de presse, qui est en fait une niche fiscale et qui sont payés donc par les propriétaires des titres, c'est-à-dire des oligarques, mais aussi par les aides à la presse, c'est-à-dire par l'État, et par le système des droits voisins, c'est-à-dire par les GAFAM. Et donc, on a une profession de journaliste qui est, pour ainsi dire, en voie d'extinction. La presse papier est complètement morte. Quand on voit les chiffres, c'est absolument effrayant, quoi. Donc nous, on survit et on maintient le cap dans ce contexte-là, en faisant notre travail de réinformation le plus poussé possible, le plus efficace possible. Et c'est vrai que souvent, d'ailleurs, je vois mes infos qui après circulent sur les réseaux sociaux. Bon, je ne suis pas forcément cité, mais je me reconnais avec des comptes d'ailleurs qui font vraiment leur beurre avec mes infos. Je citerai pas de nom, mais il y a vraiment certains comptes, c'est de façon très très nette, oui. Est-ce que sortir cette information est dangereuse et justement c'est pour ça que toi tu gardes aussi ton anonymat, enfin pas anonymat physique, on ne peut pas te voir? Écoute, on en parlera tout à l'heure par rapport à Brigitte. On sait pas ce qui est dangereux par définition avant de le faire. C'est ça qui est surprenant, c'est que des fois, par exemple, je fais un portrait et en fait, je vais voir quelques semaines après un portrait paraître dans les Échos ou dans Le Point qui, disons, va intégralement reprendre mon portrait, mais en enlevant tout ce qui est gênant.
Voilà. Donc, des fois, on est repompé et on a fait le travail pour les autres. En même temps, ça permet à la personnalité de savoir qu'est-ce qu'il y a sur lui, jusqu'où ça peut aller, etc. Ça me l'a fait pour Thierry Déo, par exemple. J'avais fait un portrait assez poussé de Thierry Déo, qui est un personnage de l'ombre qui est intervenu sur ce qu'on appelle le nouveau Suez, c'est-à-dire l'opération Suez-Veolia, et ensuite dans les Échos est sorti un gros portrait de Thierry Déo qui était mon portrait mais avec toutes les informations gênantes en moins. Donc ça c'est assez bon, voilà, ça nous arrive assez souvent. Et c'est pas des portraits à charge, hein, c'est pas du tout des pamphlets, c'est vraiment moi j'ai par exemple j'avais fait un portrait de Léa Salamé, un ami de Léa Salamé m'a dit mais c'est elle. J'avais fait Marcard, un type avait bossé avec Félix Marcard, il m'a dit c'est lui. Là récemment on a fait un portrait d'André Berkoff, un proche ami d'André Berkoff m'a dit mais c'est lui quoi. Tu l'as quoi. En fait c'est un peu voilà, c'est une belle récompense quoi quand on me dit bah voilà c'est lui. Dis-moi, toi, tu es à l'étranger, tu vois ce qui se passe en France, là, tu as des petits commentaires à faire sur, sur ces fameuses émeutes. Tiens, comment est traitée justement l'information ailleurs sur ces émeutes? D'abord, je me suis installé à l'étranger, justement, on parlerait d'informations dangereuses en 2000, fin 2017, donc peu après l'élection d'Emmanuel Macron, parce que là, j'ai vu vraiment que le pouvoir se raidissait. D'ailleurs, tout le monde l'a compris depuis, puisque les Gilets jaunes ont eu les yeux crevés, des dissidents sont incarcérés, d'autres sont contraints à l'exil, etc. Moi, je l'ai perçu tout de suite parce que j'avais sorti un dossier qui s'appelait un palais à vendre, point d'interrogation, qui était un bail relatif à un palais qui s'appelle le palais d'Arolfa dans la Palmeraie de Marrakech. Ce bail sous-entendant que Macron était possiblement serait ou était possiblement propriétaire de ce palais dans la Palmeraie de Marrakech. Et à ce moment-là, après la sortie du dossier, la société de domiciliation de faits et documents qui était chez les parents d'Emmanuel Ratier, qui était un manoir en Normandie, j'ai jamais vu un endroit aussi humide, avait été visé par un incendie. Mais vraiment, 2 jours après la sortie du dossier. Par la suite, j'avais été suivi, enfin je me rendais compte que j'étais suivi dans la rue, mais pas discrètement, vraiment suivi de façon menaçante, quoi. C'est-à-dire, on sait qui tu es, voilà. Donc j'étais suivi. J'avais un contact qui m'avait informé à ce moment-là que j'avais été placé sur écoute dès 2016. Et en plus, donc à ce moment-là, je me suis dit bon, c'est quand même. Enfin, en plus, pour des raisons aussi privées, et puis sur le coup de la vie aussi à Paris, hein, on fait toujours les choses pour plusieurs raisons. Je me suis installé en Italie. Et par la suite, Fait Document a été transféré dans une autre société et mon adresse, je dirais officielle, c'est chez mes parents. Et ensuite, mes parents ont été menacés une nuit, alors qu'ils ont une porte blindée. Donc, ça veut dire que les équipes qui ont réussi à rentrer étaient vraiment des professionnels équipés. Voilà. Et ils ont été menacés pendant la nuit par des gens qui sont rentrés, qui n'ont rien volé. Enfin, c'était vraiment purement de la menace, quoi. Donc on est, voilà, on rentré dans quelque chose avec depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron qui est sans commune mesure avec les pressions qu'on pouvait recevoir dans le passé. C'est devenu complètement irrespirable et dangereux, voilà. Donc les émeutes, qu'est-ce que tu en as pensé? Ah donc oui, donc c'est ça la question. Donc je suis installé en Italie. Donc en fait dès lors qu'on arrive en dehors de France, parce que j'avais toujours vécu en France et je me suis installé à l'étranger. Et quand on s'installe à l'étranger, on découvre rapidement, c'est-à-dire qu'on a une sorte de sas de décompression, puis on découvre qu'en vérité la France vit sous cloche, c'est-à-dire que c'est un univers à part sur Terre où il se passe des choses qui ne se passent nulle part ailleurs. Il faut quand même avoir conscience de ça. C'est-à-dire que la situation, aux États-Unis et un peu en Grande-Bretagne, et sans doute pour les mêmes raisons d'ailleurs, mais c'est vraiment
très 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 particulier. Et là, encore une fois, bon, sur les émeutes, c'est encore un symptôme de la destruction de la France et de son peuple, hein, puisque maintenant c'est les Français qui sont visés parce qu'ils sont français, comme on dit. Donc une destruction de la France et de son peuple par une petite caste qui est au pouvoir et qui a tout fait pour favoriser, je dirais sciemment, cette situation. Et aujourd'hui, on voit des hordes de pillards attaquer un commerçant. Dans quel pays un commerçant peut voir son affaire ruinée en une nuit avec un État qui est l'État qui prend le plus de taxes? C'est-à-dire que les Français sont les gens qui payent le plus pour avoir un État performant et qui euh, et donc c'est un État défaillant et prédateur. C'est quelque chose de fascinant. C'est-à-dire qu'on paye le plus d'impôts pour avoir un État qui protège et on est les moins protégés. J'avais un ami qui était dans la restauration qui me disait, il était venu en Italie, il m'avait dit, mais tu crois que si je m'installe en Italie, la mafia me prendra plus d'argent que l'État français? Voilà. Donc c'est vraiment, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est un processus de destruction de la France et de son peuple. Et j'ai mis longtemps à le comprendre. Et je pense fondamentalement que c'est parce que la destruction de la France et de son peuple est une condition sine qua non à la destruction du catholicisme en particulier et de la chrétienté en général, Ben, puisque j'en ai le parlé avec Alain Soral et je lui ai demandé justement, est-ce que c'était une guerre de religion, c'est-à-dire le protestantisme anglo-saxon contre le catholicisme romain? Et visiblement, il avait l'air d'être d'accord avec moi, pour le coup. Ben, si tu veux, je pense que cette idée s'est précisée avec l'incendie de Notre-Dame de façon évidente. Voilà. Faut jamais oublier l'incendie de Notre-Dame sur lequel on a publié encore une fois le dossier de référence. J'ai eu beaucoup de retours de gens en responsabilité qui m'ont vraiment remercié pour ce dossier-là, et je pense qu'il y a un agenda de destruction de la France, destruction du peuple français. Rien ne justifie, par exemple, une immigration pareille. Rien ne justifie les statistiques. Alors, les statistiques, par exemple, on est le seul pays où, par exemple, il n'y aurait pas de statistiques ethniques. Donc, on dit il n'y a pas de statistiques ethniques. Alors, les gens qui font des recherches vont aller voir les statistiques de la drépanocytose, puisque c'est une maladie qui touche essentiellement les populations d'origine africaine. Et donc, ils vont faire des graphiques qui montrent effectivement que la France est en train d'être envahie. C'est factuel. Et à ce moment-là, qu'est-ce que fait le ministère de la Santé? Eh bien, il généralise le dépistage de la drépanocytose, alors qu'on sait très bien que les Blancs n'ont aucune chance d'avoir la drépanocytose. Comme ça, on étouffe la réalité, on masque la réalité. Là, quand même, l'INSEE a publié des chiffres qui dit qu'il y a entre 7 et 8 millions d'étrangers en France et 19 millions de Français à 3 générations d'immigrés. Donc ça veut dire que on est dans, enfin, quand on dit grand remplacement, alors c'est pareil, la grande presse nous dit c'est une théorie du complot. Et là, et en plus, donc on fait venir des masses et des millions de gens chez qui on cultive la haine de la France. Et là, on a encore vu avec la mort de ce jeune à Nanterre, immédiatement Macron prendre parti contre la police, l'Assemblée nationale faire une minute de silence, et évidemment, ce que Jean-Pierre Chevènement, qui est quand même un homme de gauche, appelait jadis les sauvageons, ben, ont senti une faiblesse. Hein, et il y a quelque chose d'animal là-dedans. On sentit une faiblesse et ont attaqué. Et évidemment, alors Mélenchon fait semblant de croire que c'est un mouvement social. Évidemment que ce n'est que du pillage. On voit, enfin, tout le monde a vu les images. Là, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, dans certaines couches de la population qui étaient épargnées, on voit malgré tout une prise de conscience du problème. Et effectivement, on ne sait pas où ça va aller. Moi, je pense que ça va se calmer. Alors, cela dit, qu'est-ce que c'est que la réaction de l'État? Alors, normalement, si tu es au pouvoir, tu dis, bon, on a eu un problème d'immigration, il va falloir le régler. D'accord?
En plus, le problème de l'immigration sera assez facile à régler puisqu'il y a des sondages qui sont jamais commentés, mais il faut savoir que 70% de la diaspora africaine en France, dans tous les sondages le prouvent, expliquent qu'ils se verraient bien retourner en Afrique dans les 10 ans qui viennent. Donc, Alors, ça veut dire qu'en vérité, les Français, sur tous les sondages depuis les années 80, sont à 70 ou 80% opposés à l'immigration. Quand on questionne les immigrés africains, à 70%, ils disent qu'ils se verraient bien retourner en Afrique. Donc, en fait, tout le monde est d'accord. Donc, en fait, il y a juste une situation pourrie et aujourd'hui extrêmement dangereuse et qui paralyse le pays, puisque on va voir comment on peut plus rien faire en France. C'est-à-dire que la Ligue des Champions, la finale de la Ligue des Champions, ça a été un massacre. Là, il y a les JO en 2024. On ne sait pas comment ça va se ça passer. va être aussi. Mais dis-moi, tu as parlé de destruction. Est-ce que Hanouna, bon, parce que c'est aussi la thématique de cette vidéo, Oui. fait partie de cette destruction du pays? De façon évidente, on est sur un processus de destruction de l'intelligence. Là, il n'y a pas, c'est pas très compliqué à constater. Alors pourquoi on s'est intéressé à Hanouna? D'abord, c'est bon, oui, il y a quand même quelque chose de vulgaire dans le personnage, mais je me suis intéressé à Hanouna parce que je lisais des choses dans la presse, puisque la presse attaque beaucoup Hanouna, mais qui n'était pas juste. C'est-à-dire que l'attaque était de dire que Hanouna serait le fourrier de l'extrême droite, pour ainsi dire, par le truchement de Vincent Bolloré. Ben, il a quand même des liens avec Vincent Bolloré, puisqu'ils ont une société commune. Oui, alors d'abord, il y a plusieurs choses. D'abord, il est proche surtout du fils Bolloré, Yannick, beaucoup plus que du père. Ensuite, le père, on va pas rentrer dans la bolloréologie médiatique, mais pour faire simple, c'est un oligarque qui est donc intégré à la structure du capitalisme d'État, de connivence et quelque part de prédation française, puisque c'est un capitalisme, il faut comprendre que le capitalisme français, c'est un capitalisme d'État et un capitalisme de connivence. Et ce qui pourrait être, ce qui est le cas dans beaucoup d'autres pays, y compris en Russie ou en Chine. Mais là, c'est un capitalisme qui n'est à aucun moment orienté vers l'intérêt général. Et malgré tout, Vincent Bolloré participe de ce système dans lequel il a prospéré. Et en fait, c'est un personnage qui est pris entre deux feux, c'est-à-dire qu'il a une foi catholique que je crois sincère et qui sait qu'il est vieux et qui sait que il est plus difficile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour un riche d'aller au paradis. Et en même temps, il a cet impératif de léguer son empire à son fils, Yannick. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça. Alors après, ensuite, quand on dit Bolloré, c'est de l'extrême droite. Je suis désolé, quand on regarde le contenu de CNews, c'est ce que faisait TF1 il y a 20 ans avec Charles Villeneuve. D'ailleurs, on voit beaucoup de gens de TF1 d'il y a 20 ans, comme Pascal Praud, comme Jean-Claude Dacier, qui sont aujourd'hui sur CNews, comme des gens qui étaient à Canal+, il y a 10 ou 15 ans, comme, comment s'appelle-t-il, Quotidien, là, Yann Barthès, qui eux sont partis sur le groupe TF1. Donc, donc la presse fait un délire avec Bolloré. Aujourd'hui, là, au jour où on parle, le JDD n'est pas paru parce que soi-disant Geoffroy Lejeune serait d'ultra-droite et que le JDD, etc., etc. Bon, tout ça est délirant. Alors qu'en vérité, Cyril Hanouna répond à un impératif du pouvoir qui est devenu un enjeu important avec le discrédit de la parole publique et de la parole médiatique officielle, qui est comment on s'adresse au peuple. Voilà, ça c'est comment Macron, si tu veux, il peut adresser des messages au peuple. Et donc, Cyril Hanouna va être ce véhicule, sous couvert de laisser la parole à tout le monde, etc. Mais l'émission est très, on trouve Hanouna est embarqué dans la communication gouvernementale de Ben façon oui, parce quasiment que officielle. regarde, souvent les gens disent, même Myriam Palomba m'a dit: «Ah ouais, mais il donne la parole à tout le monde». Mais il est écrit, en tout cas dans ton article, qu'il donne la parole à tout le monde
pour affaiblir tout le monde. C'est-à-dire que quand il fait venir des, entre guillemets, ce qu'on appelle les complotistes, c'est pour les affaiblir. Lorsqu'il fait venir Génération Identitaire, c'est pour les affaiblir. Il ne donne pas la parole en se disant oui, c'est la liberté d'expression. Maintenant, le type qui arrive, il est en terrain hostile. Et puis, tu remarqueras que Myriam Palomba, chez Cyril Hanouna, n'a jamais abordé les sujets qu'elle a, par exemple, abordés chez toi. On en reparlera tout à l'heure. Que, par exemple, Gérard Fauré a été coupé au moment où il allait aborder Emmanuel Macron. Qu'ensuite, il va inviter des intervenants sur certains sujets qui sont pas forcément les mieux qualifiés pour parler de ce sujet-là et souvent pour les pourrir. Et en vérité, tout ça est documenté. Je veux dire, il est en liaison avec les ministres et puis voilà. Et puis il le dit lui-même. Je parle au téléphone avec Macron. Voilà, on organise le truc. Voilà, il est embarqué dans la communication gouvernementale.